Toute cette semaine, c'est Emma, la chef de Jacques Table à Vin à Nancy, qui nous régale. On va réaliser la première recette de la semaine, mais vous verrez, en fait, on va partir sur un triptyque. Donc les 3 premières recettes composeront la planche qu'on voit là. C'est le principe finalement de la maison, proposer finalement 3 recettes. On n'a pas à décider dans ce restaurant-là, on goûte tout. Et donc on va réaliser la première recette, c'est quoi? Donc ici, on va avoir un petit chromeski d'escargot. Donc ça va être la surprise avec le petit beurre d'escargot dans la friture et l'escargot à l'intérieur. Donc on a enfilé les gants pour pouvoir façonner les escargots. Emma, je te laisse me montrer comment tu veux qu'on fasse ça. Là du coup on a un beurre d'escargot, donc classique, persil haché, ail, beurre. Ok. Voilà. Là on va le mettre dans notre pomme. Ouais. Comme un petit nid. Voilà, c'est ça, un petit nid. Et on va aller mettre, loger le petit escargot dedans. Voilà. Et on façonne. L'idée de toute façon c'est faire une petite boule hein, puisque c'est sur un chromeski. Voilà. Ensuite, quand on boule, on ne va pas appuyer parce que le beurre est très délicat. Oui, d'accord. Donc, ça donne effectivement une petite boule. Voilà. Et après, on va du coup le réserver au frais pendant à peu près 3 heures. C'est ce que j'allais dire, combien de temps je les prépare en avant. Voilà. Donc, 3 heures. Voilà. Donc, ça, on réserve au frais. Et à la limite, on va paner ceux que tu as préparés il y a 3 heures. Voilà, c'est ça. Donc là, après 3 heures, ça donne ça. Voilà. Hein, ça a refigé, on le voit bien. Et donc, on va les paner. C'est ça. Donc, panure classique, farine, œuf et chapelure. Du coup, la particularité ici, c'est qu'on va venir faire une double panure. Tu la panes 2 fois pour être vraiment certaine que ça ça perce pas. Comme le beurre va revenir complètement liquide, c'est là que ça va être la partie la plus critique, en fait, on va dire. Donc là, on remet directement dans l'œuf. Ok. Ça, c'est une alternative, tu vois, pour les fêtes de fin d'année. Tu manges des escargots et un petit chromeski, c'est cool. Puis, il y a un côté très gourmand. Le côté finger food est super sympa également. C'est convivial. Voilà, ça fait un petit apéro sympa qui change, un peu fancy, un peu gastro. Et donc après, on va les passer en cuisson. En température, tu me conseilles quand même de les mettre à combien? Alors moi, je les mets à 190 température restauration, on va dire. Ok. Mais en vrai, même 130, 110, ça sera très bien à la maison, quoi. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Et donc là, on les plonge. Voilà, ça va aller relativement vite. C'est entre 30 secondes et 1 minute. Ah oui, ok. Quand ils commencent à remonter, c'est le moment où on va nous remonter la friteuse, en fait. Ça marche. Quand les 6 seront remontés, c'est que ce sera bon. D'accord. Il y en a des plus lourdes, c'est les miennes. Elles sont plus chargées. Non, ce n'est pas celle-là en plus. On commence à voir, elle commence à dorer. Oui, il faut avoir une légère coloration et après tu les retires. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok, top. Donc là, tu as une petite salade que tu as assaisonnée. Voilà, donc juste roquette tout simplement. Ouais, d'accord. On fait un peu quelque chose de saison. Et donc en fait, c'est comme un petit nid. Voilà, c'est ça. Qui va accueillir nos petits chromeski. Et donc, suivant le nombre de personnes qui vont prendre les déclinaisons au restaurant, je vais adapter le nombre de chromeski qui seront dans l'assiette. D'accord. Donc là, ici, on a une assiette pour 2 personnes. Ok, donc on en compte 2 par personne. Voilà. Top. Ok, super. Bon, ben on va goûter. Voilà. Donc, hop, on prend. Hein. De toute façon, c'est vraiment esprit finger food. Voilà, c'est ça. Le rebond. C'est vraiment divin. Faut faire attention pour la dégustation. Attendez un peu parce que ça peut être chaud. Moi, là, c'était pas le cas, mais effectivement, essayez d'avoir une petite salade parce que du coup, tu as le beurre qui coule un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment très gourmand. En fait, ce qui est sympa, c'est que quand tu aimes les escargots, tu retrouves les côtes de l'escargot avec effectivement le beurre, ail et persil. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu croquant et l'esprit finger food, etc. Et on peut même, à la limite, surprendre les convives et rien dire en disant, bah voilà, j'ai fait un petit chromeski, je vous laisse découvrir, etc. Voilà. Quoi. Donc, c'est top. C'est ça, c'est une surprise en bouche. Exactement. Première recette validée. La suivante, ça sera quoi, Emma? Donc du coup, pour la suite, on aura une tatin de tomates cerises, miel et escarmozza fumée. Donc Emma, on va s'occuper de nos tatins avec des petites tomates cerises. On commence par quoi? On va venir mettre 3 belles cerises par tatin.
On est toujours sur un format type apéro amuse-bouche. Hein? Voilà, c'est ça. Ok. Le but, c'est de venir le manger à la main. Ok. Je vais venir mettre mon petit miel. Donc là, on est sur un miel crémeux de la ferme du Pichou. Hop. Donc on met en gros l'équivalent d'une belle cuillère à café, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Au centre de nos 3 petites tomates cerises. J'ai pas besoin de venir l'étaler complètement sur les tomates, etc. Je peux le poser de manière grossière parce qu'en fait, à la cuisson, il va venir lui-même s'étaler. Et tout ça, quoi. Voilà. Là, je laisse tout. En fait, c'est la cuisson en elle-même qui fait que la tatin est ce qu'elle est. C'est pas la création, le montage ou quoi que ce soit. Et là, on va venir poser les petites tranches de scamozza. Alors, scamozza, c'est quoi? C'est une mozza C'est c'est un fromage italien fumé. Donc, c'est quoi? C'est une mozza fumée, en fait? Séchée, une mozza fumée séchée, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est vraiment facile comme recette pour le coup, là. Ouais. J'essaie de trouver des recettes qui sont assez simples, assez bonnes, mais que les gens vont pas forcément retrouver chez eux, en fait. Et là, on va passer la chose la plus amusante, la pâte. D'accord. Tu as fait une pâte particulière? Parce que je vois, il y a des petites... Ouais, j'ai fait une pâte brisée. Oui. Aux herbes de Provence. Ah. Donc, on est sur une pâte de base, farine, beurre et eau. Oui. J'ai tendance à mettre un tout petit peu plus d'eau dans ma pâte brisée parce que j'aime bien pas mal fleurir mon plan de travail. Ok, donc tu sais d'avance que... Voilà. Que ça achète. Ok. Alors bon, si vous n'avez pas le temps, imaginons un soir, parce que ça, c'est des recettes qu'on peut faire même le soir à la maison. À la limite, alternative, tu prends une pâte déjà achetée, etc. Moi, je mettrais des herbes de Provence. Tu passes un coup de rouleau pour bien que les herbes, elles intègrent la pâte et c'est réglé. Hein. Puis après, on peut partir sur toutes les herbes qu'on veut. Hein. Romarin, basilic, enfin la totale. Top. Et là, après, finalement, tu le déposes dessus. Voilà, tout simplement. Ok. Ah oui, on va venir la poser tout simplement sur la tomate. Ok. J'adore cette pâte parce qu'en fait, elle fait un peu pâte à pizza aussi. Donc là, après, Emma, on les passe en cuisson au four. Ouais. À combien, pendant combien de temps? Alors, 180, à peu près 12 minutes. Ok. Donc, on les cuit. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse dans la foulée et on goûte. Donc là, les tatins sont cuites. Voilà. On va les dresser sur notre planche. C'est ça. Donc, je te laisse faire. Donc, on va venir les mettre directement sur la planche, à côté de nos chromeski. Voilà, c'est ça. Puisque c'est vrai que particularité du restaurant, c'est que c'est servi en trio. Et tu rajoutes un petit peu de scamozza. Comme la tatin est encore un petit peu chaude, elle va venir se mettre toute seule. D'accord. Je vais juste l'aider un petit peu pour qu'elle soit jolie. Mais en gros, on façonne comme une petite fleur. Voilà, c'est ça. Pour bien décorer. Je vais ajouter mes petites fleurs de bourrache pour ajouter un petit peu de couleur. C'est des fleurs qui sont un petit peu salées, donc on peut les mettre facilement du coup sur les plats salés sans que ça pose trop de problèmes. Ok. Et voilà. Super. Bon, on va les goûter. Oui. On y va, on goûte. Allons-y. Donc même principe que le petit chromeski. Voilà, c'est ça, on croque. C'est Un côté juteux. Ouais, c'est top. Je comprends ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent quand on coupe les tomates dans une tarte, en fait, tu as tout le jus qui imbibe la pâte et du coup, la pâte, elle est toute molle et c'est pas terrible. Et là, le fait de les avoir mis comme ça en entier, quand tu croques, tu as vraiment le jus de toute la tomate qui a confit, qui a cuit, etc. Tu as le bon goût du miel et puis on sent bien les petites herbes de Provence. Donc, on est vraiment sur un truc, je dirais, très gourmand, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, on se fait plaisir, quoi. Donc, c'est encore une belle recette. Ouais. On fait quoi ensuite? Après, on va partir sur un tartare de truite avec fèves, petits pois, menthe bergamote et un gel citron poivre blanc. D'accord. Et donc, ça complétera notre planche. Voilà, c'est ça. Donc, on commence par le poisson, j'imagine, le tartare. Donc, je te laisse Donc, tartare au couteau? Tartare au couteau, oui. Voilà, je te laisse faire, Eva. Toujours dans un souci d'avoir de la mâche, en fait, dans mon assiette. J'aime pas trop les tartares qui sont trop fins. Ouais, moi non plus. J'aime bien avoir le goût, en fait, du produit principal, en fait, en bouche. Donc là, hop. Donc là, c'est truite, c'est ça? Truite, ouais. Truite de N-Bar. D'accord. On reste toujours sur donc un produit local. Ouais, c'est voilà.
Alors à la maison, bien évidemment, hein, si vous n'avez pas de la truite, on peut le faire avec du saumon, ça marche très bien aussi. C'est ça. À peu près tous les poissons crus. C'est ce que j'allais dire, on peut même le faire avec un poisson blanc en fait. Ouais. Hein. Dorade, on peut faire du loup. Et enfin, donc tu le vraiment, mets dans ton cul de poule. directement dans le cul de poule. Et après on l'assaisonnera. Voilà, c'est ça. Donc comme tu peux voir, les morceaux ils sont quand même assez gros. Oui. Puis là, on est sur un produit quand même d'une très belle qualité. Donc c'est dommage de le gâcher en le faisant tout petit, quoi. Ce qu'on peut éventuellement faire, nous, à la maison, si on a des convives, on peut à la limite tout couper notre tartare, tout préparer séparément et l'assaisonner au moment de dresser. Voilà. Hein. C'est en fait, au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Puisque toute la partie garniture qu'on va ajouter dans le tartare est déjà prête, déjà blanchie, etc. On verra ça juste après. Mais oui, c'est complètement ce que j'ai fait pour aller au final au plus vite. Oui, parce que ça reste quelque chose qu'on sert froid en plus. Donc, voilà, c'est ça. Soit bien frais. Puis on est sur du poisson, donc c'est pas quelque chose avec lequel on va jouer non plus au niveau de la fraîcheur. Tout à fait. Astuce aussi pour éviter les parasites dans un poisson, le congeler en amont. Et tu le laisses décongeler, tu le prépares. Donc là, c'est bon. Hop. Et on va l'assaisonner ? Oui. Donc, tu as préparé en amont ce qui va assaisonner, garnir notre tartare. Tu as quoi dedans? C'est tout vert. Tout est vert. Donc là, on n'est que sur du vert, toujours côté estival. On a du petit pois, de la fève, menthe bergamote, cébette et oignon rouge de Florence. Ça marche. Et tu as tout blanchi, fait une cuisson. Voilà. Les petits pois et les fèves sont blanchis, les fèves sont épluchées. Oui. Et coupé en petits morceaux également. Et tout ça vient de la ferme du Pichou, dont on a parlé tout à l'heure. Donc qui vous donne et qui produit d'ailleurs pas mal de choses, tout ce qui est une grosse partie en tout cas des légumes viennent de chez eux, quoi. Il est situé à Amance et il a des produits d'une très très grande qualité. Et donc c'est vraiment super chouette de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Donc là on mélange, en plus c'est sympa visuellement, tu sais, tu as vraiment le vert et l'orange de la truite qui tranche bien. Voilà, c'est ça. Donc je vais pas venir mettre trop de garniture parce que j'ai quand même envie que la truite soit assez prononcée. Oui. Tu veux que ça soit elle qui soit quand même la reine de la recette, quoi. C'est ça. Hop. On va venir mettre un petit peu de zeste de citron. D'accord. Toujours dans l'assaisonnement de notre tartare. Pas trop. C'est assez prononcé, mine de rien. Voilà, c'est ça. Et le zeste va être beaucoup plus parfumé qu'un jus ou quelque chose comme ça. Tout à fait. On le sent bien d'ici. Ouais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui. On est généreux avec l'huile d'olive. Ok. Voilà. J'ai vu ça. C'est un peu un petit plaisir finalement. Poivre blanc. Oui. On est généreux aussi avec le poivre blanc. T'assaisonnes pas mal au poivre blanc, non? J'adore le poivre blanc. J'ai une passion pour le poivre blanc. Ok. Je trouve que c'est l'un des poivres les plus parfumés qu'on puisse avoir. Et ça donne une note très intéressante. Un petit peu de sel. D'accord. Hop, là un goût de voir si les assaisonnements sont pas mal. On essaye de prendre à peu près tous les... Oui, parce que finalement, le secret d'un tartare, en tout cas, l'assaisonnement, alors pour toutes les recettes, on est d'accord, mais là, ça reste l'élément important, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, on est bien. Ok. On sent vraiment tous les produits dans le tartare. Ok. Donc on va venir le dresser. Ok, on dresse, ça marche. Eh ben, on y va. C'est déjà prêt. Pareil, hein, on est finalement sur une portion pour apéro, enfin voilà, pour compléter notre trio sur la planche. C'est ça, on est sur de la dégustation, une petite découverte de produits. Mais c'est sympa, je trouve, le concept, parce que finalement, tu goûtes plein de choses. Moi, souvent, tu sais, quand je suis au restaurant, je me dis « Ah, j'aimerais bien manger ça, ah, j'aimerais bien manger ça, ah, mais j'aimerais bien... » On est obligé de choisir. Et là, finalement, on ne choisit pas. En fait, on est un resto parfait pour les indécis. Ah. Voilà. C'est un resto pour indécis, finalement. Ok. Hop, le deuxième. C'est le resto pour les indécis et les gourmands qui veulent goûter toute la carte. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on fait la trilogie de dessert dans plein de restaurants, ou le café gourmand, comme ils l'appellent. Ah oui, oui. Ben, nous, c'est ça sur toute la carte, finalement. Et je vais juste rajouter la petite touche finale. D'accord. La petite touche du chef. Là, on a un gel citron poivre blanc. Ok. Donc, c'est juste du jus de citron, un petit peu d'agar-agar et du poivre blanc qu'on va laisser réserver au frais.
mixer et venir mettre dans sa pipette. Ça marche. Voilà. Moi, je mets pas trop d'agar-agar parce que j'aime bien qu'il soit pas trop solide. Voilà, tu veux pas un gel, par exemple. Moi, j'ai déjà vu où vraiment tu pousses et puis ça fait une gelée. Ouais, c'est ça. C'est pas trop ce que je recherche. Ok. Donc, tu rajoutes. Hop. Voilà. Le gel citron, ça sert à rien d'en mettre trop. Il faut pas que ça l'emporte. Voilà, c'est ça. Il est quand même très puissant. Voilà. Et ben, on va les positionner sur notre planche. Voilà. Donc là, on part pour la dégustation. Oui. Donc là, c'est pas en une bouchée. Non, non, c'est pas non. Et on y va. Heureusement, là, on a récupéré une cuillère. C'est trop bon. Alors moi, je suis une grande fan de tartare. J'aime vraiment bien parce que... Alors déjà, ton petit gel citron, je trouve que c'est parfait. Souvent, dans le tartare, on a tendance à mettre du jus de citron. Et là, ta petite gelée avec poivre blanc, citron, c'est vraiment l'assaisonnement tip top. Et puis, ce qui est sympa, c'est que, tu sais, tu as de la mâche avec le petit pois. Si tu croques, tu as aussi un petit peu d'oignon, etc. Donc, c'est vraiment très, très sympa. On est vraiment sur quelque chose de frais. Et c'est très complémentaire de ce qu'on a mangé. C'est-à-dire que le chromeski, bon, bah, c'est riche quand même, c'est pas mal. Ta tatin, elle est très gourmande. Et là, hop, on repart sur quelque chose d'un peu plus frais et léger. Donc, je trouve que ça fonctionne bien sur la planche, donc c'est top. Prochaine recette. Alors, pour la suite, on partirait sur un gravlax de bœuf et purée de carottes au thym. Donc là, c'est quoi? C'est du filet? Donc là, on est sur du filet bœuf lorrain, toujours dans la même ça marche. Direction artistique donc, au niveau du local. Ok. Donc, tu le mets dans un contenant pour faire le gravlax et je te laisse, voilà. Donc, on part sur du gros sel. Il y a plusieurs écoles au niveau du gravlax. Il y en a qui pèsent, il y en a qui pèsent pas. Bon, moi, je fais quand même à l'œil. D'accord, oui, bah, c'est l'habitude voilà. aussi. Donc, on vient masser la viande. D'accord. Remettre un petit peu de sel si nécessaire. Et là, tu vas le laisser en gravlax combien de temps? Alors, 24 heures au minimum. Ok. On peut faire plus si vous voulez que la viande elle soit un peu plus parfumée, on va dire. Mais 24 heures, c'est bien. Au bout de 24 heures, sur un bœuf, c'est quand même déjà très bien. Et donc là, tu ajoutes le sucre. Donc, moi, j'aime bien quand il y a quand même un peu plus de sucre. Parce que c'est là qu'on va trouver une nouveauté, en fait, sur cette viande. Bah oui, parce que, alors, pour être tout à fait honnête avec toi, on n'a jamais fait de gravlax comme ça de bœuf. De truite, saumon, enfin voilà, poisson. Mais pas de bœuf. Donc, c'est assez original et assez sympa. Donc là, tu mélanges finalement ton sel, ton sucre et tu frottes ta pièce de viande avec la préparation, quoi. Ensuite, je vais mettre mes petites herbes. Donc là, on a du romarin. Ok. On n'est pas obligé de lâcher, etc. C'est grossier parce que de toute façon, il passe. C'est vraiment pour le parfumer. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre les branches. Tac, mon joli thym. Voilà. Pareil. Un petit peu de poivre. Oui. Donc là, j'ai du 5B. Pas de blanc. Non. Je me retiens. Et là, on remasse. On remasse. On parfume vraiment la viande. De toute façon, le thym et le romarin va venir parfumer de lui-même. Ah oui, c'est vrai que c'est des herbes qui sont quand même assez soutenues en goût. Donc, c'est tout simple. En fait, le sel et le sucre ensemble vont faire une sorte de petit jus. Et ça va venir se coltiner après avec tout le reste. Et puis voilà. Ok. Ça, on le réserve. 24 heures. Toi, tu en as préparé un d'avance et on va utiliser celui-ci. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne après 24 heures. Et tu l'as rincé une seule fois. Ouais, juste pour enlever l'excédent. Ok, comme ça, il est assaisonné. On peut le manger comme ça? Voilà, on peut le manger comme ça, comme un carpaccio. On voit quand même la différence sur le bœuf de tout à l'heure. Tout à fait. Et nous, on va le saisir, mais après. C'est ça, on va s'occuper des carottes? Ouais. Ok, donc ça, on garde de côté. Voilà, je récupère ça, Emma? Ouais, tout à fait. Donc là, tu as préparé des carottes. Oui. Avec du quoi? C'est quoi comme petit Donc là, c'est du thym. D'accord. Donc tout est cuit dans l'eau de cuisson, etc. Oui. Donc tout est bien parfumé, salé, poivré, assaisonné, la totale. Hop. Voilà. Et du coup, on va le mixer? Oui, on va tout mixer pour avoir une texture bien lisse. On va peut-être le faire en deux fois, histoire de pas le... ce que je vais faire, c'est pour pas que ça... Hop, je fais comme je pense, d'accord? Vas-y. Oui, l'idée de garder le jus de cuisson, c'est malin. Ça permet finalement de ne pas ajouter autre chose et de bénéficier du jus qui est parfumé finalement. Voilà, c'est ça. Tout est assaisonné. Hop, voilà, c'est bon. J'aime bien rajouter un petit peu de gros sel ou fleur de sel sur l'assiette.
Donc, je fais exprès de pas trop Ouais, assaisonner, assaisonner, justement. Alors, Et là, c'est parti, on veut quelque chose de bien lisse. voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, là, c'est tout Top. bon. Elle est bien lisse. Donc, on la réserve et puis après, on va cuire notre bœuf. Oui, c'est ça. Donc, on chauffe bien. Hein. L'idée, c'est vraiment de bien la saisir, bien la marquer de toutes les faces, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment bien Voilà. chaud, ça fume. Et là, on y va. On attend un petit peu, un peu comme le magret. Ouais, ok. Et On voit laisse bien... la belle coloration. Ouais. Et là, hop, sur toutes les faces. Alors ça, du coup, je vais direct la mettre ici pour la couper. Ok. Donc là, tu vas couper... On essaye de faire des tranches assez fines. Ça fait un peu penser à la viande de grison par rapport à la couleur. Là, tu comptes combien de tranches par personne? On est sur 4-5 à peu près. Ouais, donc là, on est sur un morceau pour 2 personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est vrai que la particularité du restaurant, c'est de proposer des choses en dégustation, mais tu peux aussi avoir les assiettes... Voilà, c'est ça. Là, on va faire le dressage à l'assiette. Ok. Mais il est également possible de la manger en version déclinaison. Ah, super. Et dans un cas comme ça, tu fais comment? Tu le dresses dans un Je vais faire donc les planches. Ouais. La viande, je la mets directement sur la planche. Oui. Ah, et tu mets la petite purée de carottes à côté. Je vais faire une petite verrine à côté de purée de carottes. Ok. Et les gens vont venir le manger comme ils le souhaitent, en fait. Je vais venir mettre d'abord ma petite purée. Et ensuite, tu positionnes donc... On va venir mettre le gravlax. Mettre bien en valeur la viande. Ouais, de toute façon, c'est la vedette de la recette, quoi. Voilà, c'est ça. La pièce maîtresse de cette recette. Et après, tu rajoutes des petits morceaux de thym. Que je suis venue... Petit clin d'œil à notre carotte, voilà, c'est ça. Justement au thym. Et tout simplement. Ok. Et un petit coup de poivre, mais pas 5B. blanc. Voilà. Bon, on va goûter. Voilà. On y va, on goûte. Allez, c'est parti. L'idée, c'est finalement de couper la viande et puis de mettre un petit peu de purée de carotte au-dessus. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. C'est top. En fait, c'est exactement ce que tu disais. C'est que ton gravlax, ça a assaisonné énormément ta viande. Ça lui a apporté beaucoup de goût. On retrouve le côté herbacé, etc. C'est très, très bon. Et finalement, la petite carotte, elle est vraiment là, un peu comme la moutarde, pour condimenter ta recette. C'est très sympa. Je pense que le bœuf, comme ça, on peut même l'imaginer en carpaccio, des choses comme ça. Un peu, et même ce que tu disais, on peut même le manger un peu en charcuterie brute, comme ça. Ça lui donne vraiment beaucoup de goût. Donc, non, c'est top. Prochaine recette, ça sera le dessert. Voilà. On va faire quoi? Donc, pour bien finir, on va partir sur une rhubarbe rôtie. Ganache chocolat blanc, crumble sarrasin et un petit cœur de tonka. Donc là, Emma, tu as commencé. Donc, tu as pris de la rhubarbe, on a enlevé et on l'a épluché, etc. Tu l'as coupé en biseau, un petit peu de beurre. Et ça va partir au four. Ouais. C'est ça? À 180 pendant à peu près 10-15 minutes suivant les morceaux. D'accord. L'idée, c'est de la cuire, de la confire. On va la cuire et la confire. On va avoir un petit peu de... pas de brûlé, mais une sorte de caramélisation. D'accord. Et en même temps, elle sera confite. Ça va être super intéressant. Donc ça, c'est parti pour 12 minutes. Voilà. Le temps pour nous de préparer le reste de la recette. C'est ça. Donc là, on va se lancer sur le curd. Oui, ok. Donc ici, j'ai préparé en amont un petit jus de rhubarbe. Ok. Tu vas juste avoir de la rhubarbe. Oui. Cuit à hauteur avec de l'eau. Oui. Mixé. Donc j'ai 3 œufs et 150 g de sucre. Le sucre, le v'là. Voilà, c'est ça. Donc on voit, c'est presque un temps pour temps finalement. J'ai également du beurre, 50 g de beurre et 2 cuillères à soupe de maïzena. Ok. Donc là, on a cassé nos 3 œufs et on va blanchir avec notre sucre. Je te tiens ça. Merci. Alors, tu parles de curd, hein, c'est ça? Ouais. J'ai jamais entendu ça. C'est quoi exactement? Alors, le curd, en fait, ça va être ce que tu vas retrouver dans une tarte citron meringuée. Oui. Donc, tu sais, le citron hyper acide, la crème hyper acide du citron, c'est ça, en fait. Ah, d'accord, ok. On incorpore bien les deux. Ensuite, dis-moi, Tu peux mettre le jus, oui. pas en totalité, parce qu'on va incorporer un petit peu de maïzena. Okay.
Bah, écoute, je te propose de me dire stop. Alors, attends. Je vais me mettre là. Tu me dis stop. Hein. Ouais. Hop, stop. Et là, là, on va venir mettre la maïzena dans la casserole. D'accord, et tu vas fouetter? Ouais. Je te mets tout? Vas-y. Voilà. Hop, et du coup, je vais incorporer le reste. D'accord, tiens, je te tiens ça. Merci. Dans ma préparation. Okay. On va venir la chauffer. Ok. Un petit peu comme une crème anglaise, en fait, là? Oui, c'est un petit peu ça. En fait, on vide donc tout notre cul de poule, on le récupère, et après, on va le passer au chaud, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, tu fouettes en 8. Ouais. Pour bien faire incorporer la chaleur dans le produit, que les jaunes ne cuisent pas à part, ça ne tranche pas, enfin voilà. Je vais incorporer, une fois que je sens que ça commence à chauffer, j'incorpore le reste de mon beurre. D'accord. Mes 50 grammes. On est déjà sur un dessert qui est quand même assez riche avec la ganache, le crumble, ça c'est sucré. Donc là, on est bon. On a terminé. Je vais continuer un tout petit peu de le mélanger à froid, histoire qu'il reprenne un peu une température convenable. Et après, on va venir râper de la tonka. Ah, excellent. Et en fait, c'est ce qui est hyper intéressant en fait dans ce curd et que j'adore, c'est que quand on le goûte tout seul, on a vraiment l'impression de manger une tartelette amandine à la rhubarbe, mais en entier, en une bouchée. Donc là, tu vas donc râper ta petite tonka dessus. Voilà. Et c'est là qu'on va parfumer. Je mets à peu près une demi-fève. D'accord. Donc là, c'est bon. On remélange. Une dernière fois. Et alors là, du coup, il faut la laisser refroidir. Oui. L'idée, c'est quand même de mettre dans une boîte assez grande, histoire que ça refroidisse au plus vite, finalement. D'accord. Donc voilà ce que ça donne après 12 minutes de cuisson. Ce que tu me disais, hein, on a le côté un peu rôti de la rhubarbe. Donc là, on le réserve. On va le manger chaud ou froid? On va le manger un peu tiède. D'accord, ok. Donc on réserve et puis nous, on va s'occuper de notre crumble. Voilà. Ici, j'ai 50 g de sucre de canne, 60 g de beurre et 100 g de sarrasin. Voilà. L'idée, c'est vraiment de bien mélanger notre beurre avec nos produits secs. T'es partie sur du sarrasin, pourquoi? Pour changer, toujours sur la même réflexion du sans gluten, sans lactose. Ah oui. J'essaie, alors je le fais pas tout le temps parce que c'est compliqué, mais j'essaie quand même d'avoir des items dans ma cuisine où à peu près tout le monde est capable de manger au final. Et là, après, on va le cuire combien de temps? À combien? 180, 10-15 minutes. Ouais, ça marche. J'aime bien rajouter un peu de sel. D'accord. J'adore mettre un petit peu de sel dans les desserts. Donc, on le passe en four et pendant ce temps, on monte notre ganache. Voilà, c'est ça. Donc là, on va monter notre ganache chocolat blanc que tu as déjà préparé. Tu t'as mis quoi? C'est quoi les pesées de cette ganache-là? Alors, ici, on a 5 g de chocolat blanc. D'accord, donc que tu as fait fondre. C'est ça. Ok. J'ai 50 g de crème qui ont été fondues en même temps que le chocolat blanc. Ça marche. Et 90 g de crème froide qui est intégrée une fois que le chocolat blanc est fondu. Ok. Intégrée à la spatule pour ne pas rajouter d'air, pour pouvoir plus facilement la monter derrière. D'accord. Donc tu la prépares, après tu la réserves, tu attends qu'elle refroidisse, etc. Et là, l'idée, c'est de la monter comme une chantilly. Oui, à peu près, c'est ça. J'essaye de ne pas la montrer trop serrée, mais histoire quand même qu'elle se tienne dans l'assiette. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, on a tout, on va dresser? C'est ça. Donc là, tu commences par... ma ganache, mes petits points. D'accord. Enfin, petit. C'est tout. Oui, alors... Tout est relatif. Non, mais c'est un dessert. Attends, bah, du coup, je vais récupérer. Ça, vraiment, on le fait dans la foulée. T'es plus gourmande que moi. C'est vrai, ils sont plus gros? Bon. Donc, le crumble, on va venir le poser un peu comme un petit chemin. Entre? Ouais. En fait, tiens, moi, je le mets entre nous. Hop. On reste généreux. Ah bah, j'ose plus, moi, maintenant. Hop. Ensuite, les petits points de curd. D'accord. Ah, super. À côté. Donc, pas trop parce que c'est quand même assez vite écœurant. Et ensuite, on va venir mettre nos petits morceaux de rhubarbe. Ok. Alors, hop. Voilà. On y va, on goûte? Ouais. Allez, c'est parti. On essaye de prendre un petit peu de tout. Hein. Voilà, c'est ça. Un peu plus compliqué au niveau de la rhubarbe. Ouais. Ah, c'est top.
Bon, moi, j'aime bien les desserts de toute façon à la base. Mais c'est vrai que c'est sympa. Le sarrasin, comme tu le disais, il est vraiment là, parce que souvent les crumbles sont là pour apporter de la texture. Mais on reste dans la gourmandise. Là, il est gourmand, mais il permet d'atténuer, un peu de calmer le jeu, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est très, très bon. Et puis, ta petite... la ganache, là, montée, chocolat blanc, elle est trop bonne. Et avec le cœur, ça s'équilibre bien. C'est très, très bon. Surtout que la rhubarbe... c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup apporter de sucrosité pour gérer l'équilibre. Et là, le fait d'avoir aussi un apport avec du sarrasin, d'autres choses, tu vois, c'est vraiment très, très intéressant et c'est une belle recette, quoi. Top. Merci beaucoup, Emma, pour ton accueil. Avec plaisir. Voilà, on s'est régalé. On a eu plein de petites recettes très, très faciles et très rapides à réaliser. Donc, ça, c'est cool. Le but. Donc, écoute, on reviendra l'année prochaine. En général, on vient une fois par an. Avec plaisir. Je vous attends.